Un invité, une conversation, Un invité, Un mot, une conversation. un invité, Un mot, une conversation. les lundis du 1. Bienvenue dans les lundis du 1, le podcast qui prend le temps de la conversation. Dans chaque épisode, Éric Fotorino reçoit un grand invité qui, à travers un mot, éclaire notre époque. Pour cette rencontre, l'écrivaine Natacha Apana a choisi le mot « l'endroit ». Natacha Apana, merci beaucoup d'être là, Natacha. Pour ce lundi du 1, il y a longtemps que je t'avais proposé de venir à notre rencontre, qui était très attendue. Et bien sûr, on va parler de ce livre, La nuit au cœur. Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire sur ce livre, et c'est toi qui vas les dire. Je vais tirer un petit fil, c'est 3 femmes qui courent, dans la nuit ou avant l'aube. 3 femmes qui courent, pas pour courir, qui courent pour échapper à la mort. Et 2 n'existent plus, sauf dans ce livre. Et une est encore là puisque c'est toi. Pour commencer, je voulais te demander comment l'écriture a été un secours, quelque chose qui, à un moment donné, pouvait accueillir ces histoires, cette histoire, sachant que je l'ai appris en lisant ton livre, à 17 ans, tu as eu un premier prix littéraire. Alors que depuis, comme vous le savez, Natacha a cumulé les prix, le prix Femina, le prix Goncourt des lycéens, prix énorme, le prix Renaudot des lycéens. Peut-être qu'il y en aura d'autres encore. J'ai vu que dans les 10 écrivains de l'année, il y avait le nom de Natacha Apana. Mais à 17 ans, tu as eu un prix. Et je voulais savoir ce que c'était que ce prix. Bonsoir, merci de m'avoir invité, cher Éric. À 17 ans, c'était un prix littéraire organisé par le quotidien de l'île Maurice qui s'appelle toujours d'ailleurs l'Express. Et chaque année, ils organisaient des concours littéraires. Et moi, en cachette, j'avais envoyé une de mes nouvelles à un de ces concours. Voilà, tout simplement. Je ne me souviens pas pourquoi exactement je me suis autorisée à faire ça. C'est drôle parce que j'écris depuis que j'ai 14 ans à peu près. Et je me demande toujours ce qui s'est passé dans ma tête pour que je m'autorise à l'écrire et à l'envoyer sans que mes parents ne sachent quoi que ce soit. Oui, j'ai l'impression que tes parents, ils ne savaient pas grand-chose de toi à ce moment-là. Il faut leur demander s'ils savaient encore des choses de moi. Mais oui, enfin maintenant, je me dis que cette chose étrange qui est de se mettre à sa table et d'inventer des histoires et de penser que ces histoires-là peuvent se déployer entre les mains d'autres personnes, c'est quand même bizarre. Et c'est quelque chose que je pensais que mes parents réprouveraient, ou alors plus comme un loisir, et non pas comme quelque chose de sérieux. Donc Oui. je pense que je le faisais pour ça, comme ça. Mais à ce moment-là, tu te dis que l'écriture, elle pourrait t'ouvrir d'autres univers, d'autres horizons, une autre vie. Je ne crois pas qu'à ce moment-là, je sais ce que c'est qu'être écrivain. Non, c'est très très loin de moi. En revanche, c'est quelque chose qui me reste encore, c'est-à-dire, je sais que quand je me mets à ma table et quand j'écris, il se passe quelque chose qu'il ne se passe jamais ailleurs. Cette sensation d'être sans masque, dans une sorte de vérité pure et brute et bancale parfois, mais d'être là, à ce moment-là. Et c'est un sentiment que je recherche tout le temps, une sorte de nécessité dans ce moment-là. Alors, 17 ans, c'est un âge important pour toi, puisqu'il y a cette première nouvelle et ce premier prix. Et il y a en même temps ce que tu dis, je tombe dans un trou. Et le paradoxe, c'est ce trou dont on va parler, qui va durer 8 ans, c'est un moment où tu n'écris pas, ou quasiment pas. Donc cette promesse que tu t'es peut-être faite à toi-même inconsciemment à 17 ans, de dire « je vais envoyer mes mots pour voir comment ils me reviennent », pendant ces années, tu ne vas plus écrire. Non, mais il est vrai que
à y réfléchir, il y a quelque chose d'assez vertigineux à penser que quand je gagne ce prix littéraire, c'est un élément de grande fierté, à la fois pour moi, de surprise, mais pour mes parents aussi, et que la personne qui vient m'interviewer pour le journal est la personne qui va me séduire, qui va installer autour de moi tout un mécanisme, et ce trou-là, c'est lui. D'emprise. Voilà, c'est lui qui m'ouvre. HC. Ouais. Et donc, pour moi, il représente à ce moment un journaliste, mais que je découvre qu'il est écrivain. Et c'est le premier écrivain vivant que je rencontre de ma vie. C'est le premier poète que je rencontre de ma vie. Moi, je lis énormément de poésie. Et j'imagine, je pense, je suis persuadée qu'une vie avec lui, c'est forcément tourné autour de l'écriture. Alors, dans ce texte, on va bien sûr entrer dans ces histoires, mais je voudrais que tu dises un mot sur la manière dont tu écris. Parce que quand j'ai relu ton livre aujourd'hui, je l'avais lu évidemment au moment de sa sortie, mais je voulais me remettre dans l'émotion de la lecture, comme si je le redécouvrais. Et j'ai pensé quelquefois à Miss Dalloway de Virginia Woolf, c'est-à-dire que non seulement tu écris ces histoires terribles, mais tu nous dis, à nous lecteurs, comment tu les écris, comment tu vas essayer de les écrire. Il faudrait que je mette tel mot, il faudrait que j'écrive une phrase dans laquelle il y aurait ça. On a l'impression finalement qu'on entre dans ta tête, dans la tête de l'écrivain. Ça, c'est quelque chose que tu as, entre guillemets, prémédité, ou est-ce que c'est en écrivant que cette manière de mise en abîme immédiate t'est venue ? Rien dans ce livre n'est prémédité, en réalité. Je reprends tes mots parce que la première fois que je l'ai imaginé, la première fois que je l'ai envisagé, j'ai toujours envisagé mes livres comme étant des endroits ou des lieux, et également des objets que je pourrais construire, que je pourrais voir et envisager, qui existent en moi, mais bientôt en dehors de moi. Et quand j'ai commencé à penser à écrire ce livre, c'est au lendemain de la mort de Shahinez Daoud. Et je n'avais absolument aucune idée structurelle, formelle, aucune idée langagière de ce que ce livre-là pourrait donner. Donc c'est en cela que je dis qu'il n'est pas prémédité. Et l'écriture, au sens strict du terme, il commence 3 ans après la mort de Shahinez Daoud. Et à ce moment-là, je connais sa vie. Je connais la vie de son époux, je connais ses parents, je connais les circonstances. Et j'ai l'idée d'une écriture en cercle, d'une écriture du ressassement. Oui. Parce que je me rends compte que beaucoup de ces mécanismes-là sont dans la répétition. Mais pour le passage dont tu parles, où j'avance mot à mot, c'est un passage très précis qui est au début du livre, où je raconte la première fois que je vais chez cet homme. Je n'ai pas du tout envie de raconter ça, mais vraiment, j'y vais à mon corps défendant, j'y vais à reculons. Je n'ai pas envie, j'en fais des cauchemars. Et pourtant, je sais que je dois le faire parce que je ne veux pas donner l'impression que c'est une emprise intellectuelle, que c'est une emprise littéraire, que c'est quelque chose de superficiel. Oui. D'autant qu'il t'a écrit un poème qu'il Oui, veut te lire, mais avant, il va se passer autre chose. Fait. Je veux donner là la mesure de ce que c'est la prise en main du corps. Je veux donner là la mesure de ce que c'est que l'emprise physique. Et quand j'écris, je me dis que la seule manière que j'ai d'avancer dans ce récit, c'est d'avancer comme je sais avancer, c'est par mot à mot. Je prends un mot et je mets un deuxième mot et un troisième mot. Et par cela, je me dis, mais en réalité, c'est le travail que je fais depuis mon premier livre, en cherchant à la fois la précision, en cherchant la nuance, en cherchant la complexité. Parce que dans ce passage-là, au début, je me souviens, je pensais que la lumière était jaune. Et ensuite, elle devient orange, et ensuite, elle devient rouge. C'est à la fois une précision, c'est à la fois une nuance, et c'est à la fois une complexité. Et la complexité, elle est physique, et elle est psychologique aussi. Et quand j'écris ce passage-là,
je me rends compte que j'écris ce qui se passe, j'écris dans une forme particulière, mais j'écris aussi l'ombre de l'écriture, la manière dont je suis amenée à l'écrire. Et je me dis, je ne vais pas paniquer, je n'ai jamais fait ça de ma vie, je vais continuer comme ça. Et plus tard, un jour, si le livre se termine, si j'arrive à aller jusqu'au bout, j'enlèverai tous ces passages qui concernent l'écriture de l'écriture. Mais peut-être à la moitié du livre, je me rends compte qu'au-delà de l'histoire, en plus plutôt de l'histoire de ces femmes, c'est un livre sur le temps, c'est un livre sur les fantômes, et que l'écriture de l'écriture, c'est l'écriture du fantôme de l'écriture, de l'ombre de l'écriture. Et il fallait surtout pas l'enlever. Donc ça donne des phrases comme « Je vais commencer par écrire une phrase sur la lumière qui rentre dans ce salon. Cette lumière est jaune. Je vais écrire une phrase sur son corps qui s'installe à côté de moi. Je vais écrire une phrase sur ce calme qui ressemble à la nuit qui tombe d'un coup, d'un seul. Je vais continuer à écrire sur la lumière qui rentre dans le salon, etc. » Et à un moment donné, tu vas même écrire ce mot d'un acte sexuel que tu ne connais pas et qui te saisit. Et c'est là que commence l'emprise. Tu n'étais pas venu pour ça. Et tu écris aussi, à ce moment du roman, du texte, je ne sais pas si on doit l'appeler roman d'ailleurs, je te poserai cette question. Comme ça, tu as le temps d'y réfléchir, tu vois, pendant que je te dis. Et tu dis que tu as une fille qui a l'âge que tu as à ce moment-là. Est-ce que cette peur que tu as, dont tu parles plusieurs fois, cette peur de se souvenir, cette peur de ce qui t'est arrivé, est-ce que le fait d'avoir une fille de l'âge que tu as au moment où cette emprise a commencé, c'est quelque chose qui t'a traversé pour que le stylo ne tremble pas ou les touches de ton ordinateur? Ça ne m'a pas échappé. Il faut dire qu'au moment où j'envisage ce livre, où je commence à travailler sur Shahinez Daoud et Emma, où je lis tout ce que je peux lire autour de cela, ma fille, elle est plus petite. Mais il y a quelque chose, pour moi, qui est nouveau dans ce livre, même si c'est un livre sur le temps, c'est le premier livre que j'écris sans calendrier dans ma tête. Je ne me dis pas, j'aimerais le finir dans 2 ans, dans 3 ans. Il y a des jours où je me disais que peut-être ce serait mon livre secret, que ce serait un livre que j'écrirais, mais que je ne donnerais jamais à lire. Et je pense que le fait d'avoir cette liberté-là m'a permis aussi une liberté de la forme. Donc ce livre, pour moi, est à la fois un roman, un récit. C'est un livre qui contient l'écriture parfois d'une très grande précision, parfois l'écriture du doute, du ressassement, et parfois l'écriture journalistique. Je ne saurais pas comment le décrire. Mais en effet, il ne m'a pas échappé que quand le livre a été publié, il a été publié en août de l'année dernière, et ma fille a eu 17 ans en septembre. C'est ça, oui. Donc quand je l'ai commencé, elle en avait 14, 13, quand j'ai commencé à l'écrire. Et voilà, c'était le temps qu'il m'a fait. Non, bien sûr, ça ne m'a pas du tout échappé. Est-ce qu'elle l'a lu? Oui, elle l'a lu. Elle t'a questionné? Oui. Oui, elle m'a questionnée. Je crois que c'est la personne qui m'a posé les questions les plus précises, à la fois les plus simples et les plus complexes. Elle m'a posé des questions que personne ne m'a posées. J'aurais dû lui parler avant. Ouais. Sur les 3 personnages, si on peut dire ça comme ça, si on admet que c'est un roman. Non, au début, elle m'a questionné que sur moi. Que sur toi, Que j'aurais sur fait moi. pareil. Hein. C'est vrai. Que sur moi. C'était un moment d'une très grande, difficulté, intensité. Mais j'avais conscience, en écrivant ce livre, que j'avais à la fois la responsabilité du récit pour Shahinez Daoud et pour Emma, mais que j'avais la responsabilité de mon propre récit, de ce que je donnais à lire au monde par rapport à mes parents et par rapport à ma fille. Non, elle m'a posé des questions très précises sur moi, de comment j'étais, ce que je pensais, ce qui se passait dans ma tête, ce que je ressentais. Et ensuite sur les 2, sur Emma et Shahinez, oui. Parce que tu ne t'épargnes pas dans ce texte, je veux dire par là, quelquefois tu te dis, mais si j'ai accepté ça, est-ce que j'étais sans caractère, j'étais faible, j'avais pas de personnalité? Et ça rejoint une petite musique qu'il y a dans ton livre tout au long, pour ces 2 autres femmes qui, elles, sont mortes. C'est que
finalement, le récit peut se retourner contre elles. Elles sont victimes et on leur fait honte. Peut-être que justement, elles avaient des amants, peut-être qu'elles ont provoqué, peut-être qu'elles ont mené une vie incroyable, insupportable à ces maris qui finalement, ces pauvres maris, n'avaient rien d'autre pour s'en sortir, d'autre choix que de les assassiner. Est-ce que tu avais à l'esprit que ce texte était aussi un texte de justice, de réhabilitation? Comment tu le vois maintenant? Quand je pense à ce qui m'est arrivé, par exemple, je ne peux l'imaginer comme une entité. Je pense à Emma et je pense à Chahinez. Quand je pense à Chahinez, je pense également, finalement, dans ma réalité, ce sont 3 histoires qui se sont entremêlées aussi. Oui, qui ont d'ailleurs des points communs quelquefois. Absolument. Le feu, par exemple. Bien sûr. Mais le feu, l'étranglement sont des... La gorge, le cou, oui. Le cou, absolument. Mais le cou, c'est... Ton cou. Évidemment, mon cou, mais le cou c'est l'élément du corps qui relie l'esprit au sein. Il y a un passage très fort où tu réalises, au moment où il y a la main de cet homme qui est sur ton larynx, tout ce que fait ce petit espace entre effectivement la tête et le reste du corps. Entre les pensées et ce corps qu'il désire, entre tout ce qu'on a appris, sa mémoire, ses souvenirs, tout ce qu'on ambitionne de faire, et la paralysie qui s'empare de vous. Parce que j'avais terriblement honte de ces moments de grande faiblesse physique qui, pour moi, de par mon histoire, c'est aussi lié inexorablement à une faiblesse intellectuelle. Puisque j'étais avec lui pour ça, pour ce qu'il représentait dans la littérature, dans la poésie. Et donc cette faiblesse physique, je ne pouvais pas la séparer de cette faiblesse intellectuelle. Si j'en étais arrivée là, c'est que j'étais faible intellectuellement. D'ailleurs, je ne pouvais pas écrire. Et parfois, j'aimerais que les familles aussi se disent ça, se disent qu'elles ne sont pas les premières à qui ça arrive, que c'est un mécanisme qui se met en place, que c'est un schéma. C'est ça. Alors ça, on le voit bien s'accomplir, oui. J'allais dire, dans ces 3 histoires qui sont, j'allais dire, aussi terribles l'une que l'autre, à ceci près. Et heureusement, tu es là pour le raconter comme si tu étais là, plus que la greffière, la mémoire de ces faits. Tu n'as pas succombé alors que tu as vraiment eu cette peur de la mort. Et d'ailleurs, j'ai appris des mots en te lisant, ou des notions. Et il y en a une qui est très forte. Peut-être que tu pourrais en dire un mot. Ça s'appelle l'existence de l'acronyme PAMI, qui veut dire le préjudice d'angoisse de mort imminente. Donc on comprend, en te lisant, que ces 2 femmes, probablement, au dernier moment, même si elles ont lutté, ont sûrement ressenti ça, mais toi, tu as ressenti dans ta chair, dans ton esprit, ce préjudice d'angoisse de mort imminente. Je crois qu'il n'y a jamais de limite au pouvoir des mots, au pouvoir du vocabulaire, au pouvoir d'un mot juste sur quelque chose qui a existé, qui a été d'ailleurs, qu'on ne peut pas effacer. J'apprends l'existence de cet acronyme, donc préjudice de mort imminente, au procès du mari de Chahinez Daoud. C'est un procès aux assises de Bordeaux qui a eu lieu l'année dernière, en mars, auquel j'ai assisté. Et il y a des questions auxquelles personne ne peut répondre. Est-ce qu'elle a souffert? Combien de temps réellement a duré la faim? Et ça, c'est des questions qui obsèdent tout le monde. C'est aussi des échelles de valeurs devant lesquelles on peut s'identifier ou ne pas s'identifier. Oui. Et la personne qui dit cet acronyme, c'est le médecin légiste. On lui dit, est-ce qu'elle a souffert? Et il dit, mais moi je ne sais pas si elle a souffert. Mais moi je peux vous dire qu'il y a une échelle de la souffrance. C'est une échelle sur 12. Et que d'après, alors je ne vais pas vous donner les détails, mais d'après ce qui lui est arrivé, son niveau de souffrance était sur 12. Il ne dit pas, elle a beaucoup souffert ou elle a extrêmement souffert. Il dit, son niveau de souffrance était à 12. Et là, il montre une découpe de son poumon, enfin bon, avec des choses très précises. Et c'est là où il parle de cet acronyme. Et moi, je n'avais jamais entendu parler de ça. Oui. De cette peur de la faim, de la mort imminente. Et en réalité, peu de gens en réchappent.
Donc on ne connaît pas les pensées. Moi, j'étais vraiment obsédée par ces dernières minutes. D'autant que dans le cas de Shahinez Daoud, c'est une mort. Alors toutes les morts violentes sont épouvantables, mais cette immolation, on comprend que le corps a voulu résister jusqu'au bout, puisqu'il y a aussi une autre analyse qui dit qu'il y a eu cette combustion, elle a été vivante jusqu'au bout. Elle a même essayé de parler alors que les flammes la dévoraient. Quand on lit cette histoire, et je dirais même pour le public que nous sommes ce soir, je crois qu'on ne peut pas lire ces histoires sans être habité immédiatement par un sentiment à la fois de colère, d'indignation et puis aussi d'ébahissement devant de telles violences dans des endroits, en l'occurrence là, pour cette femme algérienne qui est dans une banlieue assez sympathique de la région bordelaise, comme tu le dis, au milieu des vignes, etc., et qu'elle meurt comme ça sur la route, dans la rue, on se dit, mais comment on peut arriver à ce que des choses comme ça se passent, alors qu'en l'occurrence, le mari, dont elle s'était séparée à cause de sa violence, avait déjà fait de la prison. Il est sorti de prison, et il y a des scènes où il l'attend dans une camionnette, où il ouvre tout d'un coup les portières arrière, et puis il surgit avec une arme, etc., et il lui tire dans les cuisses comme un animal. Et comme un animal, comme toi, on le comprend, le jour où tu t'es enfui, où tu as couru, je ne sais pas si c'est tu t'es enfui, tu as couru pour te sauver, eh bien tu es poursuivi en voiture, comme le sera ta cousine Emma, cousine de ta mère, à Maurice, et qui sera rattrapée en voiture par le mari, mais là, ça ne va pas être pareil parce qu'il va l'écraser. Et elle sera rejetée dans un fossé, morte. Quand on lit ça, c'est vrai qu'on est pris par à la fois une empathie extraordinaire pour ces femmes, et toi y comprise. Est-ce que tu t'es rendu compte, quand tu écrivais, que tu allais, d'une certaine manière, par ton récit, changer le regard qu'on pouvait porter sur ces féminicides? Non, heureusement d'ailleurs, sinon on ne peut pas se dire ça, commençant à écrire. Il y a quelques points dont je voulais parler. La chose aussi qui m'a, quand j'ai commencé à travailler sur Shahinez Daoud, sur Emma, c'est, moi ce qui m'intéresse beaucoup, c'est la notion de conjugalité dans ces meurtres. La conjugalité, c'est pour ça que je les appelle les féminicides conjugaux, c'est ce qui se passe entre les quatre murs de la maison. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est qu'est-ce qui pousse ces hommes-là à longtemps garder la violence entre les quatre murs, et quand ça sort, quand ça déborde, ça devient une sorte d'exécution publique. Shahinez Daoud, elle a quand même été laissée sur la voie publique. À 18h, à 2 km de Bordeaux, à 18h où certains vont chercher leurs enfants à l'école, oui. D'autres prendre un verre. Emma, elle a été également laissée sur la voie publique. Donc il y a quelque chose du regard public là qui rentre dans cette conjugalité, et c'est ça qui m'intéressait. Souvent, on dit que oui, alors ces femmes, quand elles portent plainte, on ne les écoute pas assez, mais je crois que beaucoup de la manière dont la plainte est prise, mais même dans la manière dont la plainte est donnée, a lieu avec ça. Parce que dans la conjugalité, il y a l'amour, il y a le désir, il y a le corps, il y a les secrets d'un couple, il y a les enfants, il y a le quotidien. Et quand tout ça est empoisonné, ça devient très difficile pour nous, membres de la cité, membres de la société, de voir une sorte de délitement d'un de notre socle, qui est la vie de famille, qui est la vie conjugale. Ça, c'est quelque chose qui me passionne vraiment. Et en ce qui concerne l'inexorabilité, elle est terrible pour Shahinez Daoud. Elle est tellement terrifiante. Jusqu'au dépôt de plainte. Jusqu'au dépôt de plainte, jusqu'à la dernière minute. Peut-être tu peux nous dire qu'est-ce qui fait que le dépôt de plainte, c'est encore la mort qui continue d'une certaine manière. Alors elle porte plainte une première fois. Donc son mari est arrêté, il est enfermé. De la prison où normalement on ne devrait pas avoir de téléphone, il la harcèle de coups de téléphone, donc elle porte plainte une deuxième fois en disant qu'il la menace, il dit qu'il va venir la chercher. Et pourtant il fait
Il fait l'objet d'une libération provisoire dans une association de réinsertion. Bon, enfin, tout ça, c'est très bien. Et un jour, quand elle va chercher ses enfants, il la séquestre dans une camionnette. Et là, on ne sait pas très bien ce qui se passe. On peut imaginer de ce qu'elle raconte à ses amis. Il l'étrangle, est-ce qu'il la viole? Enfin bon. Donc, elle réussit à sortir de la camionnette et elle porte plainte. Et la plainte est prise par un policier qui est lui-même accusé de violence conjugale. Et sa plainte est mal prise, c'est un protocole très, qui doit être très strict. Il faut envoyer une copie, il faut envoyer une grille d'évaluation. Et seule une partie de sa plainte est prise en compte. Comment elle a été reçue? On ne sait pas. Et ce qui est encore plus terrible, c'est que son mari, donc il est libéré, et il est tellement surpuissant, son sentiment d'impunité est tellement extraordinaire que lui-même, il va au commissariat pour se plaindre qu'il ne voit pas son fils. Et qui le reçoit? Ce même policier. Oui. Ce policier le reçoit alors qu'il est recherché. Mais les serveurs du commissariat, de la SPIP, de la gendarmerie ne sont pas connectés, donc on ne fait pas le lien. Donc l'inexorabilité de la mort de Shahinez Daoud, elle est absolument terrifiante. Et quand j'arrive au moment de ce récit où je dois écrire son histoire, cette inexorabilité-là, elle est insupportable. Parce qu'on voit toutes les issues possibles, imaginables. Il y a même cette issue tellement simple qui est qu'à 18h, dans sa rue, il y a toujours du monde. J'y suis allée 10 fois, à toutes les heures de la journée. À 18h, il y a toujours un vélo, il y a toujours quelqu'un qui promène son chien, toujours une famille, toujours. Et ce jour-là, il n'y avait personne. Et je sais que quand j'écrivais, je me disais, bon Dieu, pourquoi ce ne serait pas une fiction tout à coup? Parce que dans la fiction, j'aurais pu faire qu'elle prenne une de ces issues-là. Eh bien non, ce n'était pas une fiction. C'était notre réalité crue et presque ordinaire. Ce podcast vous est proposé par le 1 Hebdo, l'hebdomadaire qui décrypte l'actualité en 1 heure de lecture. Retrouvez le 1 Hebdo chaque semaine, en kiosque et en librairie, et à l'abonnement sur le 1hebdo.fr. Vous pouvez assister au lundi du 1, chaque mois, à la bourse de commerce Pinot Collection. Pour rester informé, abonnez-vous à notre newsletter La Lettre du 1. Natacha, vers la fin du livre, tu reviens sur ce que tu as vécu avec cet homme HC. Et là aussi, c'est le pouvoir des mots et la manière dont tu les utilises. Mais on comprend que tu ne nous as pas tout dit au début et qu'il reste quelque chose, précisément, ce que tu appelles la chose. Et quelque chose qu'on essaie d'imaginer, et quelquefois l'imagination est peut-être pire que la réalité. Oui, alors c'est un chapitre particulier parce que je n'arrivais pas à écrire. Et je me disais que je dois l'écrire. Il se trouve que l'écriture est aussi un chemin. Chaque livre est un chemin aussi dans une forme de renforcement de vos sentiments. Pour moi, ça a été un chemin. Tout à l'heure, tu parlais du fait que je n'épargnais pas la jeune fille que j'avais été. Je sais que j'ai commencé ce récit en étant très en colère contre elle et que je l'ai terminé en étant plus douce avec elle. Donc il y a aussi un chemin intérieur. On le sent dans le livre, on le sent. Il y a un chemin de la littérature, il y a un chemin de la langue, il y a un chemin aussi par rapport à Shahinez Daoud et à Emma. Un chemin de sororité, si je peux utiliser ce mot qui est très utilisé. Mais je sais qu'au début, ce sont des femmes que je vous voyais. Et ensuite, dans ma tête, je les tutoie aujourd'hui. Ce sont des femmes pour lesquelles j'ai beaucoup d'affection. D'ailleurs, tu nous le racontes, tu les fais revivre d'une certaine C'était des manière. femmes qui étaient très joyeuses, qui aimaient faire la fête, qui étaient très modernes pour ça.
Et je crois que quand j'arrive à ce moment où je dois écrire ce que je n'avais pas envie d'écrire, je me rends compte qu'il y a une écriture du silence. Oui. Que ne pas tout dire, que rester au seuil de ce qui est arrivé est parfois une grande force. Et c'est pour cela que je ne le dis pas. Oui, on le comprend bien et tu l'expliques très bien. À un moment donné, tu publies un document que j'ai moi-même publié dans le 1, qu'on appelle le violentomètre. C'est un document, un tableau, qui montre finalement les différents degrés de la violence conjugale. D'ailleurs, tu nous montres que violence conjugale, dans violence, il y a viol aussi. Qu'est-ce que ce document qu'on voit apparaître comme ça dans le courant du livre, est-ce qu'il t'a fait prendre conscience, mettre des mots, peut-être un peu, sinon techniques, mais en tout cas des mots venus de la médecine ou de la psychologie? Est-ce que ces mots, ils t'ont parlé à toi, Natacha? Tu t'es dit, mais en fait, moi, j'ai subi ça, ça, ça et ça. Oui, bien sûr, il y a une échelle et donc forcément, on se demande si c'est une échelle de situation, donc de graduation aussi dans le degré de la violence. Mais là, tu parles de quelque chose qui est essentiel. C'est-à-dire, moi, je sais que quand j'avais 17 ans, je n'avais jamais entendu parler du mot emprise. Je n'avais jamais entendu parler de ce terme qui existe, qui s'appelle le grooming, qui est comment un adulte séduit et enserre un adolescent. T'isole complètement. Ouais. T'isole. Mais t'isole parfois même, et ça c'est une expérience qui est très peu transférable, je dirais, parce que dans ces conjugalités toxiques, dans ces conjugalités empoisonnées et violentes, on est sapé de toutes parts. On est très fatigué. Il y a évidemment une sorte de sape psychologique, mais il y a aussi une sape spirituelle, et dans la forme de ne plus avoir foi en soi-même. Moi, je n'avais plus foi dans mes ambitions. Vous savez, on se fait tous des promesses. Et moi, la promesse que je m'étais faite, c'était d'écrire, de développer ça, d'explorer ça. La fameuse nouvelle de la jeune fille de 17 ans. Exactement. Et ça, même moi, je n'y croyais plus. Et donc, c'est vraiment cette sorte de diminution graduelle de sa propre existence qui est un premier effacement, une première annihilation de soi, de son existence. Parce qu'il t'humilie tout le temps et tous les moyens sont bons tout à fait, oui. Pour le faire. Alors, tu dis, j'ai parcouru la règle en imaginant que j'ai eu cet outil dans les mains, le violentomètre, quand je vivais avec HC. Je m'arrête sur les situations qui m'ont concerné. Et tu en notes 4. Numéro 6, t'ignores des jours quand il est en colère. Numéro 8, rabaisse tes opinions et tes projets. Numéro 11, est jaloux en permanence. Numéro 12, contrôle tes sorties, habits, maquillage. Et il y en a comme ça, encore quelques-uns. Et tu dis, Chahinez aurait coché toutes les cases jusqu'au 23 et Emma, de ce que je sais, jusqu'au numéro 18. Les deux sont dans la partie rouge, tu es en danger. Oui, je me suis toujours demandé qu'est-ce qu'elles auraient fait si elles avaient eu ça entre les mains. Qu'est-ce qu'on fait en réalité quand notre situation, notre vie, notre condition, notre existence est résumée là devant nous, par un mot, par une expression. Quand j'ai fait la tournée du concours des lycéens, je leur ai demandé s'ils connaissaient le mot emprise. Et heureusement, oui. Aujourd'hui, c'est un mot qui est connu, mais quand j'avais 17 ans, non. Et je me dis parfois qu'il suffit de ça, qu'il suffit de décrire quelque chose justement, de le dire avec des mots simples. Le violentomètre, aujourd'hui, il est distribué dans certains établissements scolaires. Tu dis à un moment donné dans ton livre que cette partie de ta vie a été un angle mort de ta vie. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux le regarder maintenant que tu as écrit ? Oui, je peux le regarder. Je suis un peu obligée. Hein. Mais si tu veux, quand je suis rentrée chez mes parents, j'avais 25 ans. Et je sais qu'à ce moment-là, je me fais quelques promesses. Et notamment, une des promesses, c'est d'essayer de reprendre l'écriture. La chose que je n'avais pas cessé, c'est de lire. J'ai toujours été une grande lectrice et ça, je n'avais pas cessé. Et quand je reprends l'écriture, je ne le reprends pas avec l'idée, l'ambition secrète d'écrire cette histoire-là. Je n'y pense pas comme une matière littéraire. C'est avec moi,
Je le transporte forcément, mais je ne le regarde pas, comme tu dis. La mémoire est quelque chose d'élastique. Hein. Et aujourd'hui, j'en parle, mais ce n'est pas quelque chose que je regarde tout le temps non plus. Je me rends compte que certaines personnes me voient différemment, forcément, aujourd'hui. Par exemple, c'est un livre qui a eu beaucoup d'effets très positifs dans ma famille. Je suis née dans une famille d'engagés indiens. Mes grands-parents sont nés et ont grandi dans une plantation de champs de canne avec un rapport de dominé et de dominant, un rapport d'asservi. Mon père, qui est fils aîné, a été le premier de sa famille à aller à l'école. Et les femmes de sa famille ne vont pas à l'école juste parce qu'elles sont des filles. Donc les rapports de force inégaux m'ont toujours obsédée, inquiétée. Et c'est vrai que c'est un livre qui a ouvert une conversation aussi sur ce qu'on peut dire, sur la peur aussi. La peur des frères, la peur des pères, la peur des hommes. Il est beaucoup question de la peur dans ce livre. Bien sûr. Est-ce que nous, femmes, on est condamnées à avoir peur, oui. à avoir peur tout le temps, dans la rue, le soir Oui. Et alors, il y a une phrase très belle qui illustre ce que tu viens de dire à l'instant. Peut-être que je voudrais écrire en ayant l'assurance que l'écriture, les livres, ce travail, cette obsession, que tout ça, ça sert à quelque chose. Après la parution du livre, tu as eu la réponse à ça, c'est-à-dire de dire, bon, ça a servi à quelque chose. Ouais, c'est à plusieurs niveaux. Déjà, d'un point de vue plus personnel, je veux dire, ça permet aussi d'avoir ces conversations-là avec les personnes qui étaient proches de moi, mes parents, mon frère, d'être dans une vérité aussi avec ma fille, de lui dire les choses réellement. Ce n'est pas anodin. Ensuite, je vois bien que c'est un livre qui fait se poser des questions, dans lequel on s'identifie. Il est encore neuf pour moi, mais moi, je peux te parler peut-être des réactions que j'ai eues. Il y en a énormément. Mais déjà, dans les rencontres en librairie, il y a beaucoup d'hommes. Et ça, c'est bien. Ça te surprend ? Alors moi, j'ai eu de la chance, j'ai toujours eu des hommes dans les rencontres en librairie. Hein. Si j'arrêtais la phrase là, comme ça. Il y a parfois des policiers. Et donc, j'ai eu des conversations avec des policiers absolument incroyables. Justement, sur la manière dont on prend les plaintes. J'ai été très surprise. Je ne sais pas si c'est un public, des lecteurs que j'avais. C'est des hommes qui ont à peu près 50, 55 ans. Ils viennent et ils font dédicacer à leur fille ou à leur femme ou à leur sœur. Il y a une rencontre, moi, qui m'a beaucoup marquée. C'était au Mans, au Salon du Livre du Mans. C'était une jeune femme qui est venue, qui m'avait posé une question sur comment s'est passé les premiers jours quand j'étais rentrée chez mes parents. Et je lui réponds très simplement, et je sens qu'elle est au bord des larmes, et je lui ai dit « Est-ce que vous allez bien ?» Et là, elle se tourne vers un monsieur qui était un peu en retrait, et elle me dit « Oui, je vais bien. Voici mon père. » Ah oui. Elle ne m'a rien dit de son histoire. C'est une très jeune femme, hein, elle avait 30 ans. Donc on pouvait reconstituer ce qui s'était passé. Et elle a fait signer son livre, et je ne pouvais pas arrêter de les regarder. Ils se sont pris dans les bras, ils se sont serrés comme ça très fort, et puis ils sont partis. Oui. Natacha, à quel endroit voulais-tu nous emmener ? Au bon endroit. Quand on dit endroit, on pense à Anvers. Et j'aime beaucoup ce mot endroit, parce qu'il veut aussi dire la place que vous avez. Et je trouve que moi, quand j'écris un livre, je cherche toujours la place de ce livre, la place du narrateur, la place de la voix, la place du ton. Quelle est la place ? Quelle est sa place dans cette société-là ? Est-ce que tu sais quand ce mot « endroit », je l'ai cherché, apparaît dans ton livre ? Non. Eh bien, c'est une scène très forte, elle est inaugurale. Oui. C'est que ces trois hommes, tu les emmènes dans un lieu imaginaire, dans un endroit imaginaire, un lieu clos, avec une imposte. Et dans le mot imposte, on sent l'imposture de quelque chose. Est-ce que ce sont des imposteurs ? Et tu dis, là, ils sont à la merci de cette histoire. Ça, c'était fort. Cet endroit, tu l'avais
imaginé, tu l'avais pensé? J'en ai eu l'idée après avoir écrit ma partie. Oui, il faut savoir que les écrivains, quelquefois, écrivent le début à la fin. C'est comme ça. Oui, oui. Alors moi, j'ai commencé par ma partie pour deux raisons. Déjà, pour une raison de m'attaquer au plus douloureux en premier, mais aussi parce que, je crois qu'on en a un peu parlé, à la fois dans la fiction et dans la non-fiction, plus encore dans la non-fiction, s'emparer de personnes qui ont vécu, les mettre dans un livre, raconter leur histoire, qu'il l'ait fait avant vous ou pas, qu'il vous ait donné leur parole ou pas, c'est les figer Oui. d'une certaine manière. Ça, c'est quelque chose qui m'était apparu à mon précédent livre quand j'avais parlé de mon grand-père. J'avais parlé de son emprisonnement. Et je m'étais posé la question, il est mort, je m'étais posé la question s'il m'aurait donné la permission de raconter ça, parce que lui, il ne le disait pas. Et en réalité, raconter l'histoire de Shahinez Daoud et d'Emma, c'est une autorisation. Je me suis autorisée. Tu t'es autorisée. Oui. Et je me suis dit, si je m'autorise à aller vers elle, il faut que je fasse la même chose pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai commencé par ma partie. Et c'est à la fin de ma partie que j'ai eu l'idée de cette pièce imaginaire, parce que dans l'imagination de ce livre, dans la forme que j'avais, je voulais le commencer comme un roman. Je voulais le commencer comme quelque chose qui n'existerait que dans la fiction. Oui. Et dans ce premier chapitre, le temps se contracte. Ces trois hommes qui ne se sont jamais rencontrés se rencontrent. Ne se parlent pas, mais se rencontrent dans une pièce. Et au début, je pensais que je pourrais écrire ce livre sans parler d'eux du tout. Mais au fur et à mesure, j'entendais des phrases comme « mais il était un bon fils, il était un bon frère, c'était un voisin formidable, il faisait du très bon bricolage, c'était un bon garçon aussi. Et ce pauvre homme, enfin des choses comme ça. » Et je me suis dit qu'il y avait là cette chose terrible de ne pas les enfermer dans le mal. Je ne voulais pas faire ça. Je ne voulais pas les mettre hors de nous. Je voulais dire qu'ils avaient aussi eu une enfance, une adolescence, et tous les trois, inconditionnellement, ils avaient été aimés, et très aimés. Et d'ailleurs, au procès du mari de Shahinez, Oui. il y a un moment, quelque chose de très protocolaire, de très formel, où les sentiments, les émotions ont peu de place. Et ils apparaissent à l'insu de tous. Et ils n'apparaissent jamais là où on pense qu'ils vont apparaître. On se dit toujours que le jour où on va montrer voilà, des choses, des images, des photos, mais pour moi, l'émotion est apparue le jour où il y a eu ce qu'on appelle l'audition de personnalité, enfin, pour le mari de Shahinez, Oui. et que sa famille est venue témoigner pour lui. Pour lui, oui. Et là, MB. voilà, tout le monde lui a dit combien il l'aimait. Oui. Et je trouve que ce sentiment d'amour pour cet assassin, dans cet endroit-là, était absolument une sorte de faillite totale de notre humanité, de nos systèmes. Oui. Il avait été aimé. Il ne pouvait pas dire qu'il n'avait pas eu le choix. Oui. Et d'ailleurs, au tout début, dans ce fameux endroit, cette place imaginaire, tu dis chacun, s'il se décrivait, et lui, quand on lui demande de se décrire en deux mots, donc celui qui a immolé sa femme, il se décrit comme adorable et travailleur. Oui. C'est un mot qu'il aime beaucoup dire. Au policier, il dit « mais je suis un homme adorable. Je suis un fils adorable. » Jusqu'au dernier, il le dit encore. Oui. Au procès, il l'a dit. Oui. Et au procès, il a ajouté un autre adjectif que j'ai trouvé très intéressant. Il a dit « je suis adorable et très écologiste ». Ah oui. Ah, peut-être que là, il a pris... Voilà, parce il essayait d'expliquer qu'il triait les déchets. Je me dis, voilà, je suis contente que vous riez parce que parfois on ne se moque pas assez d'eux. On les prend vraiment au sérieux. Oui. Vous comprenez ?
il y a quelque chose de terriblement disproportionné dans la manière dont on se moque des femmes et on ne se moque pas assez de ces hommes, dans la manière dont on réagit quand une femme porte plainte et dans la manière dont un homme qui a tué sa femme vient dire « mais je suis un homme adorable » et on l'écrit et on ne rit pas à sa face. Pour terminer, Natacha, on n'a pas envie de terminer. Tu cites Marguerite Duras dans L'Amant. L'histoire de ma vie n'existe pas, ça n'existe pas. Il n'y a jamais de centre, pas de chemin, pas de ligne. Il y a de vastes endroits où l'on fait croire qu'il y avait quelqu'un. Ce n'est pas vrai, il n'y avait personne. Très belle citation et qui vient dire quelque chose, mais qui vient dire quoi pour toi dans cette histoire ? Elle vient dire plusieurs choses. Personnellement, elle vient dire combien j'ai été absente à moi-même, combien j'ai assisté à mon propre effacement et que d'une certaine manière, j'ai cru que je pourrais vivre comme ça, avec cet angle mort-là. Elle vient aussi dire combien ces femmes-là, pour Chahinez, ça n'a pas réussi, puisque ses parents sont toujours très présents pour sa mémoire, pour ce qu'elle a été, ses enfants aussi. Mais pour Emma, son existence entière a été complètement annihilée, effacée de la surface de notre terre. Sa mère, qui est morte peu de temps avant la sortie du livre, ne se souvenait même plus de sa date de naissance. Donc, elle n'existe plus, ces femmes-là. Bon, grâce à la nuit au cœur, tu as fait exister ces êtres et tu t'es fait exister aussi peut-être de la meilleure manière qui soit pour toi, c'est-à-dire comme une mère aussi vis-à-vis de sa fille qui dit une histoire qu'elle a vécue pendant si longtemps. Merci Natacha. Merci beaucoup. Cette conversation vous est proposée par le 1 Hebdo, un hebdomadaire qui depuis 10 ans traite d'une grande question d'actualité en rassemblant plusieurs points de vue, plusieurs regards. Cette aventure de presse unique en son genre est née d'un besoin d'ouverture à la réflexion et à l'intégration des savoirs dans une époque toujours plus complexe où débattre avec nuance est devenu difficile. Nous vous donnons rendez-vous chaque mercredi en kiosque pour vous proposer de vivre notre époque sans la subir à travers la plume d'écrivains, de chercheurs de tous horizons, d'illustrateurs, de poètes et bien sûr de journalistes. Nous vous invitons à nous rejoindre dans cette belle aventure de presse libre et indépendante en vous abonnant sur le 1hebdo.fr.